Bonjour à tous. Ok, donc moi je vais continuer à vous parler de cette partie non codante. Je pense que vous l'avez compris, elle joue un rôle tout aussi important dans la compréhension du vivant que la partie codante. Et je vais me focaliser sur les ARN non codants. Alors moi je suis chercheur en informatique, bioinformatique, donc je m'intéresse à développer des méthodes donc informatiques, bioinformatiques, des outils pour prédire ces ARN. Alors, bon, les ARN encodants sont des transcrits à partir de l'ADN, comme les ARN messagers. Les ARN messagers qui sont comme des ARN qui sont traduits en protéines, ils sont codants. Les ARN non codants, comme d'ailleurs les protéines, ont des structures. Donc, ils ne codent pas pour les protéines, ils ont leur propre fonction, ils ont des structures. Donc là, vous voyez la structure donc, secondaire, et ensuite la structure 3D. Cette structure qui leur confère une fonction, ou parfois même plusieurs. Et on sait maintenant qu'une très grande majorité des génomes est composée en fait d'ARN non codants. D'où la nécessité quand même de les étudier. Ils ont été longtemps on va dire sous-étudiés, entre guillemets sous-estimés, mais on se rend compte qu'ils ont quand même des rôles très importants. Alors les ARN, on les trouve à toutes les étapes de la vie de la cellule. Donc les ARN non codants sont vraiment des régulateurs de l'expression des gènes. Je pense qu'on l'a vu aussi par les présentations précédentes. Et ils jouent vraiment des rôles majeurs dans la régulation de la plupart des fonctions biologiques. Ils sont impliqués, donc, par exemple, dans la différenciation cellulaire, dans le déterminisme du sexe, et ainsi de suite, et j'en passe. Et ils sont aussi, c'est ça qui a suscité beaucoup d'intérêt auprès de la communauté scientifique, c'est qu'ils sont, on a de plus en plus des profusions d'articles dans la littérature scientifique montrant leur implication dans divers dysfonctionnements des cellules et surtout leur implication dans des maladies. Beaucoup d'études sur le cancer, mais on se rend compte qu'ils sont aussi impliqués dans les maladies neurodégénératives, cardiovasculaires, diabète, etc., etc. Comment vous articulez ces ARN avec les sciences numériques, là, avec vos logiciels? Ah ben, ça arrive. Ah bah oui. Donc, on s'intéresse beaucoup à l'utiliser comme biomarqueur et même des thérapies, des cibles thérapeutiques. Donc, les biologistes, de plus en plus, quand ils travaillent sur une problématique biologique, ils sont intéressés à voir quels sont les ARN encodants qui sont impliqués dans cette problématique-là. D'autant plus que maintenant, ils peuvent disposer rapidement et à moindre coût des gros volumes de données qu'on appelle omiques, donc des génomes, des séquences génomiques entières ou des données RNA-seq, par exemple. Et donc là, clairement, l'outil bioinformatique est nécessaire. Par ailleurs, lorsqu'on a déterminé, identifié un ARN, il faut voir sa structure. La structure est importante pour comprendre la fonction. Et là, il faut des outils pour prédire ces structures. Alors, bien sûr, les méthodes fiables pour trouver une structure d'un ARN, comme pour les protéines, c'est les méthodes de cristallographie, de résonance magnétique, mais on sait que c'est très coûteux en temps et en argent. Donc, ce qu'on fait, on essaye d'avoir des outils qui puissent simuler, modéliser, prédire ces structures avant de passer à la partie donc, validation expérimentale. Alors, notre objectif à nous, donc, en tant que on va dire, chercheur en informatique, bioinformatique, c'est d'essayer d'aider les biologistes à identifier ces ARN et prédire leur structure en développant vraiment des méthodes informatiques alors, qu'on essaie d'avoir originales, donc, qui donnent lieu ensuite à des outils pour analyser, donc, pour bien sûr d'abord prédire efficacement ces ARN, mais aussi pouvoir le faire avec des temps acceptables, donc pour qu'on puisse quand même prendre en entrée des données, des gros volumes de données, ce qui n'est pas toujours simple. Donc, comme l'a dit Paul, donc, on a une plateforme, donc au sein de l'équipe, on a développé plusieurs logiciels, méthodes et donc, outils dédiés aux ARN, qui sont tous mis à disposition de la communauté scientifique via donc, une plateforme qui s'appelle EveryRNA, labellisée par Génopole et qui fait partie actuellement des plateformes du département SDV de Paris-Saclay. Et donc ces outils-là, donc c'est suite à des méthodes, à des algorithmes qu'on a mis en place. Donc, on a développé plusieurs algorithmes autour de la prédiction de la structure de ces ARN, structure secondaire, plusieurs outils pour la structure secondaire. Ensuite, des structures de complexes d'ARN, comment les ARN s'interagissent entre eux pour des complexes, par exemple comme les ARN ribosomiques, par exemple. Et là, actuellement, on a une thèse pour vraiment aller vers la 3D, comment prédire la structure 3D à partir de la séquence. Donc, quand on dit prédire, c'est vraiment, étant donné la séquence, comment retrouver cette structure. On s'est intéressé aussi à comment prédire certaines classes d'ARN non codants.
Donc, comme un peu beaucoup de chercheurs, on s'intéresse aux micro-RN qui sont très célèbres. Je pense que tout le monde les connaît. Ce sont une classe de petits ARN qui ont suscité beaucoup d'intérêt, notamment lorsqu'on s'est rendu compte qu'ils étaient impliqués dans le cancer, par exemple. Donc, on a développé quelques outils. On s'est ensuite intéressé à une autre classe de petits ARN qui sont les pi-ARN, qui, leur prédiction semblait difficile, notamment parce qu'ils n'étaient pas du tout conservés, ni entre espèces, ni au sein d'une même espèce. Ils n'avaient pas de structure. Et plus récemment, dans le cas d'une thèse de Ludovic Platon, on s'intéresse maintenant à comment prédire en même temps plusieurs classes d'ARN. On se rend compte que dans une problématique biologique donnée, c'est rarement une seule classe qui est impliquée, mais c'est plusieurs classes d'ARN qui sont codées. Donc on s'intéresse à comment les prédire et les classifier. Donc là, j'ai choisi de vous parler de Miranafold, qui est vraiment l'outil le plus utilisé sur notre plateforme. Vous montrer un peu dans notre approche, comment ce qu'on développe ces outils-là. Et si j'ai le temps, j'espère un peu rapidement, les outils là, pour la prédiction de plusieurs classes d'ARN encodants. Alors, les micro-RN, je pense que je peux passer très rapidement, tout le monde, je pense, les connaît. Ils sont connus pour avoir une structure, les précurseurs ont une structure particulière en épingle à cheveux, ou qu'on appelle hairpin en anglais. Donc, lorsqu'ils sortent du noyau, ils subissent plusieurs transformations pour donner ensuite une séquence simple qui correspond à l'ARN mature. Et c'est cet ARN mature d'une vingtaine de nucléotides qui va aller interagir avec l'ARN messager pour inhiber sa traduction. Donc, c'est vraiment des régulateurs de l'expression génétique. Alors, vu leur intérêt, il y a eu aussi un engouement de la communauté bioinformatique qui a essayé de développer des outils pour les prédire, surtout prédire les précurseurs de micro-RN en se basant sur cette structure de hairpin. Et lorsqu'on s'intéresse à cette problématique, vers 2012, je crois, on a fait l'état de l'art, on s'est rendu compte que les outils existants étaient vraiment très longs. Vraiment, ils pouvaient prendre des heures, voire des jours. Et quand on a regardé de près, on s'est rendu compte que tous utilisaient, la plupart en tout cas, utilisaient dans une première étape des outils classiques de prédiction de structure secondaire d'ARN. Et ces outils-là, classiques, pour la structure, ils sont connus pour avoir ce qu'on appelle une complexité théorique en taux de 1,3. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, en informatique, lorsqu'on développe un algorithme, d'abord, on essaie de calculer sa complexité théorique, qui ne va pas dépendre de comment sera codé l'algorithme, sur quelle machine, mais ça donne une idée de comment va le temps que va mettre l'algorithme, ou comment évaluer ce temps en fonction de la taille des données en entrée, ici le n. Donc, vous voyez, donc, plus l'exposant du n est élevé, plus ça veut dire que si les données sont importantes, l'algorithme, à un moment donné, l'outil n'arrivera plus à s'exécuter ou va prendre vraiment beaucoup de temps. Donc, ce type d'outil, on ne peut pas aller passer sur des génomes entiers ou des très gros volumes de données, ou même des chromosomes entiers. Donc, avec Sébastien Tempel, un postdoctorant qui était avec moi, qui est d'ailleurs maintenant maître de conférence à Marseille, on s'est dit on va aller directement cibler ces structures-là dans le génome. On va éviter d'utiliser donc ces outils-là de prédiction de structure. Et pour cela, on a essayé vraiment de comprendre l'objet biologique. On a fait différentes statistiques sur la base de données MIRBAS, qui est la base de données de référence des micro-RN. Et notamment, donc il y a plusieurs courbes. Ces courbes, les couleurs montrent différentes espèces. Notamment, par exemple, celle qui est la deuxième, montre que finalement ces structures elles sont plutôt rectilignes, c'est-à-dire qu'il y a très peu de nucléotides de trop d'un côté de la structure par rapport à une autre. Vous voyez, le maximum c'est un nucléotide, voire 0. Et ça, avec d'autres statistiques, je ne vais pas tout présenter ici, ça nous a permis de développer finalement un algorithme assez simple où on a ce qu'on appelle une matrice de matching. En informatique, c'est le domaine de l'algorithmique de séquence, ou pattern matching, où on compare la séquence avec elle-même. Et là, du coup, on a juste des parcours de diagonales, parce qu'on recherche des structures un peu de ce type-là, où on a des appariements et puis des boucles de taille symétrique. Eh bien, ça nous a permis d'avoir un algorithme en taux de N2. Et vous voyez, on est passé de taux de N3 à taux de N2. Et bien, ça change beaucoup de choses, ça change tout. Du coup, on a effectivement maintenant un outil le plus rapide de la littérature pour trouver, pour rechercher donc ces micro-RN. Donc là, on a fait plusieurs benchmarks. Là, par exemple, un outil qu'on a retrouvé après dans la littérature qui s'inspirait de Miranafold, justement,
et qui est en taux de N2. Vous voyez, une séquence de M mégas, en quelques secondes, on a tous les micro-RN qui se trouvent dans cette séquence-là. Et ça, ce n'est pas du tout au dépend de la performance de la prédiction. Donc là, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, cette courbe-là, ici, donc en ordonnée, on a la spécificité, c'est la capacité de l'algorithme à trouver les micro-RN quand on sait qu'ils sont là. Et la sensitivité, pardon. Et la spécificité, c'est la capacité à ne pas trouver des faux. Alors, juste effectivement une remarque, ce qu'on a mis les artificiels, c'est des séquences qu'on a construites. Bon, là, il est même passé le PowerPoint, mais bon. Où on met des micro-RN, des séquences correspondant à des micro-RN, des pré-micro-RN, et des séquences correspondant à des non-micro-RN. D'accord ? Pour vraiment, ça nous permet d'évaluer vraiment l'efficacité de l'algorithme. Et là, pour Miranda-Fold, donc là, en rond et en triangle, hein, vous voyez, on est donc le plus proche d'ici. Effectivement, les meilleurs résultats, c'est ceux qui sont le plus haut par rapport à l'axe des ordonnées et le plus proche de 0. Voilà. Donc, vous voyez que Miranda-Fold est plutôt par là. Alors, cet outil-là, donc cet algorithme, on l'a implémenté. Il est maintenant disponible sous forme de web server sur EveryRNA avec une utilisation très, très simple où on rentre la séquence. Il y a quelques paramètres, mais certains sont mis par défaut. Et très rapidement, on a toutes les micro-RN qui se trouvent dans cette séquence. Et on peut rentrer un chromosome entier, par exemple, sans aucun problème. Donc, on a la position de ce micro-RN, sa séquence et sa structure. Et là, c'est vraiment un outil très utilisé, hein, aussi bien par les biologistes que par même les médecins, hein, tout simplement parce que l'utilisation est simple. L'idée, c'est qu'effectivement, on pense à l'algorithme d'un point de vue informatique, mais je prends le fait que d'aller vraiment jusqu'à un outil final qui puisse être mis à disposition, que les biologistes, l'utilisateur final, puissent utiliser facilement. OK, alors pour la partie donc, non codant, effectivement, j'avais dit que s'intéresser à une seule classe, c'est souvent assez réducteur. Donc, on sait maintenant qu'il y a une très grande variété d'ARN non codants. Il y a donc ces fameux petits ARN non codants, hein, qu'on connaît bien maintenant. Il y a tous les ARN qui interviennent dans la traduction, les ARN de transfert ribosomique, ça qu'on connaît très bien. Mais maintenant, on voit de plus en plus de longs ARN non codants. On dit long lorsqu'ils dépassent 200 nucléotides. Et les petits ARN ont été assez bien classifiés, mais les longs ARN non codants, pour le moment, non, en tout cas pas en fonction par rapport à leur structure et à leur fonction. Donc, il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire dans ce domaine-là. Et surtout, donc et là, la classification, elle est vraiment en perpétuelle évolution. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de travaux, hein, qui se font sur les ARN non codants. Et surtout, cette classification est toujours ambiguë, floue. Il y a des ARN qui peuvent jouer plusieurs fonctions et qui ont plusieurs structures, par exemple. Et aussi, même entre la classification des codants non codants, la frontière est vraiment floue. Il y a des ARN qui, parfois, ils sont codants, parfois non codants. Donc, c'est quelque chose... Je t'interromps, je suis absolument désolé. Mais il y a un outil que vous avez créé, il y a Miranda-Fold, là, qui est incroyable, parce qu'effectivement, ce qui pouvait demander parfois des semaines, maintenant, c'est des heures, hein, qui sont nécessaires seulement de calcul. Donc, parfois des minutes. Voilà, parfois même des minutes. Donc, c'est un gain absolument extraordinaire. Et donc, il y a aussi un autre outil qui permet, que vous avez développé, dont on peut dire un mot. Et l'idée, c'est effectivement que vous pouvez classifier, c'est ça, ces ARN. Exactement. C'est sur lequel on travaille actuellement. C'était la thèse de Ludovic Platon. Comment, ça ? Alors, c'est les deux outils qui viennent après. Ça s'appelle comment ? IRSOM pour classifier les codants non codants. Mais il y a CRSOM qui permet ensuite de classifier les différents ARN non codants. Mais justement un point, l'idée, en fait, c'est que comme cette classification évolue, elle n'est pas claire. Donc, on a voulu mettre en place une approche qui prenne en compte cet aspect-là. Et donc, l'approche, elle combine. Donc c'est une approche basée sur l'apprentissage automatique, hein, de l'IA, qu'on utilise, où on combine ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé et le non supervisé. Et le but, c'est en même temps arriver à trouver les classes qui sont connues. Et essayer de mettre en évidence éventuellement de nouvelles classes et même détecter ce qu'on appelle des zones ambiguës. Vous serez prêt quand ? Quand est-ce que vous imaginez pouvoir le mettre en routine ? Alors ça, c'est un projet de thèse qui avait commencé, donc, que j'ai co-encadré avec une collègue, Farida Zeraoui d'IBISC.
Et là, on va continuer dessus parce que bon, le Ludovic, le doctorant plutôt, donc a commencé à mettre en place l'outil. Et il fonctionne déjà pour certains aspects. Et là, on a une stagiaire donc qui va continuer sur ça. Alors, donc ce serait quand, à votre avis ? J'espère qu'en juillet, on aura Ah déjà bon, quelque d'accord. chose. C'est tout Après, récent. bon, mais alors c'est un travail quand même assez conséquent. Donc, Conséquent, de toute d'accord. façon, il y aura toujours à améliorer. Des itérations, Voilà. des améliorations. Notamment parce Alors, que justement, ouais. ce qu'on veut, le point important, c'est qu'on va intégrer différentes connaissances sur ces ARN, ce qui est rarement fait dans la littérature classique. On va passer aux questions, il faut que si vous voulez bien, j'arrête. Madame Ok, Taille. d'accord, j'ai compris. Alors, je mets la conclusion. Est-ce qu'il y a une alors. personne qui voudrait interagir avec Madame Tailly, discuter d'un mot peut-être que... dans ce cas-là, on va aller juste à votre... Monsieur, je vous en prie. Une petite question. Hop là. Sans me casser la figure, tant qu'à faire. Oui, petite question. Merci pour votre présentation. Pour prédire la fonction d'un ARN, faut-il aller au 3D comme les protéines ou le 2D, ça suffit? Parfois, la 2D suffit justement. Et Parfois. pour 95% des cas ou... En tout cas, pour beaucoup de cas, effectivement, la 2D peut suffire. Par exemple, micro-ARN, c'est une 2D. Hein. Oui. Oui. Mais c'est vrai qu'après, si on veut vraiment bien... par exemple, après, pour aller vers les interactions avec les protéines, etc., c'est pas mal d'aller vers la 3D. D'accord. Et grosso modo, combien d'ARN non codants interagissent avec des petites molécules métabolites, style riboswitch? De différentes classes ou... Non, est-ce qu'ils ont tous en général des ligands qui mesurent l'influence avec l'extérieur, ou est-ce que des ARN se lient à du glucose, à des sucres, à des machins pour pouvoir réguler le métabolisme? Ça, je ne peux pas vous répondre combien Ça, exactement. Non, je suis désolée. Ça, effectivement. effectivement. Il faut un nouveau logiciel pour répondre à cette question. Ouais, voilà. On va voir. Effectivement.